À ce webinaire consacré au CPGE, classe préparatoire, aux grandes écoles et notamment les grandes écoles de commerce consacrées au CPGE et notamment leur avenir, évidemment, au moment où les chiffres de Parcoursup viennent de tomber, avec un léger frémissement en faveur, ou léger, plus que léger, Alain Joyeux nous dira sans doute, et Joël aussi, qui ligne du chapeau, et qui nous dira probablement que ce frémissement est plus que léger, et indique clairement qu'il y a peut-être un retournement de situation en ce qui concerne les CPGE, une reprise en faveur de ces filières d'excellence. Alors, entre bilan et perspectives, comment se dessine l'avenir des CPGE et l'avenir proche, hein. On ne va pas parler de l'avenir dans 20 ans, hein. On va parler de ce qui va se passer à la rentrée et les rentrées suivantes, et quelles ambitions portent ces filières autour de nous aujourd'hui. Alain Joyeux, président de la PHEC, qui regroupe en gros les professeurs des prépa HEC, hein, on va le dire comme ça. Bonjour. Bonjour Joël. Alain, pardon. Joël Zaligna. Bonjour Alain. Toujours à Montpellier, Alain? Toujours, toujours. Avec le soleil de Montpellier. Joël Bianco, président de l'APL CPGE, qui est l'association des proviseurs, hein, de lycée de classe prépa. Toujours dans ce beau lycée parisien, Joël? Toujours, oui. On a du soleil. Le soleil aussi. Hein. On a du soleil, bien sûr, bien sûr. Jonas Hoffman, c'est une conférence pas commune puisqu'on aura un regard, on va faire un pas de côté grâce à lui, professeur à Schema Business School, et qui nous expliquera comment une organisation doit évoluer pour changer de modèle, changer de paradigme et se reposer les bonnes questions pour aller vers un nouveau développement. Bah, c'est le sujet des classes prépa aujourd'hui. Et puis, je ne l'ai pas oublié, hein, Alice Guillon, avec qui nous organisons ce round de conférences sur l'avenir des prépas, président de la CDEFM, hein, le club, la conférence, pardonnez-moi, je vais dire le club des directeurs, mais la conférence des directeurs des écoles de management françaises, et directrice de Schema Business School, directrice générale de Schema Business School. Elle porte haut le combat en tout cas le projet des classes prépa auprès des étudiants bacheliers, et c'est la période idéale pour parler de cela. Alors, on va commencer avec vous, Alice, si vous êtes d'accord, parce que vous avez réalisé, d'ailleurs, c'est une étude qu'on présente en exclusivité, hein, on peut le dire, une étude réalisée auprès de jeunes et des familles sur peut-être sur les prépas et peut-être ce qu'il faudrait changer. Alors, je propose de commencer immédiatement avec vous sur ce commentaire un peu spot sur les classes prépa. D'accord, merci beaucoup Gilbert et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous avons conduit à la CDFM et évidemment main dans la main avec la PHEC et la PLCPGE une enquête auprès d'une centaine de personnes, des étudiants qui sont en classe prépa, des étudiants qui ne sont pas en classe prépa, des familles, des professeurs, des professionnels, des entreprises, pour essayer de repérer et de sentir quelles étaient aujourd'hui leurs perceptions de la classe préparatoire et finalement ce qui manquait pour qu'on puisse redonner plus encore de clarté, de force et de vigueur à ce parcours qui est, on le sait, assez exceptionnel et ce qui fait la spécificité, moi je le martèle, qui fait la spécificité et la force du modèle français. Alors très rapidement, parce que je vais pas on pourrait prendre une heure pour détailler les résultats, mais dans les grandes lignes, dans cette enquête, donc il y a une méthodologie assez claire et bien suivie qui a été opérée par des consultants. Alors ce qui ressort globalement, c'est communément, on va dire pour tous les étudiants et notamment ceux qui perçoivent la classe prépa et ceux qui y sont souvent, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est un fantastique outil qui conduit évidemment à l'excellence et qui conduit à la réussite. Donc ça, il faut l'indiquer pour toutes les parties prenantes. Ce système est vraiment symbole de l'excellence, de la réussite et aussi de l'épanouissement personnel et professionnel. Il y a une grande fierté quand les jeunes ou les familles parlent de la classe préparatoire. Donc elle n'est pas, j'allais dire, entachée avec des aspects négatifs, comme parfois on a pu l'entendre de part et d'autre. C'est un outil d'ascenseur social formidable. Tous les étudiants qui ont la chance de pouvoir y rentrer, je rappelle qu'il repose sur la méritocratie, finalement réussissent bien, sont très fortement accompagnés et ils vivent comme étant, quand ils y sont, comme étant vraiment un tremplin pour une réussite complète et attendue. Donc déjà, pour poser le cadre,
l'image de la classe préparatoire reste très forte. Alors là où il y a peut-être pas des bémols, mais en tout cas des choses à revoir, c'est que au fond, il y a un certain nombre de points qui ont été relevés par ces jeunes qui disent, et ces moins jeunes qui disent, au fond, la classe préparatoire, on est un peu perdu aujourd'hui en termes de positionnement, de clarification. On l'associe véritablement au sacrifice. C'est le sacrifice de 2 ans, on est obligé de faire des choix, c'est un travail qui est énorme, on est beaucoup dans une compétition, dans le fait de devoir beaucoup travailler, et donc on associe souvent l'image de la classe préparatoire à un parcours de sacrifice qui fait qu'au fond on arrive, on en sort, on est exsangue, et puis on se dit finalement tout ça pour ça. Bon, donc le premier point, c'est véritablement pour nous après de pouvoir expliquer pourquoi ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est perçu comme ça. Donc ça c'est un premier point qui est très important de noter pour les parents, les familles, ou en tout cas les étudiants. Il y a l'idée de l'abandon, du sacrifice, et c'est très compliqué. Le deuxième point, c'est finalement qu'il y a eu une évolution dans l'attente des jeunes par rapport à l'enseignement supérieur et à la recherche. Au fond, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui quand on est jeune en France? Qu'est-ce qu'on attend de ce qu'on va trouver dans le supérieur? Évidemment, comment se positionnent les classes préparatoires? Donc, il y a l'idée d'attendre beaucoup d'émancipation. C'est-à-dire qu'on devient grand, on quitte la famille. Souvent, en majorité des cas, on a passé notre bac et on quitte la maison, on veut faire un peu ce qu'on aime, on attend de s'émanciper. Donc, l'enseignement supérieur, c'est un tremplin pour l'émancipation. Le deuxième point, l'enseignement supérieur, c'est la nouveauté. Voilà, ça fait 17 ans, 18 ans qu'on travaille avec les mêmes méthodologies, souvent sur les mêmes matières, qu'il y a une progression, etc. Là, il y a une curiosité, il y a une excitation qui est de dire on va découvrir d'autres choses. Voilà, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre, et c'est un peu le saut dans l'inconnu, et donc on est très excité, très content de pouvoir y basculer. Et puis, le troisième point, c'est l'initiation, c'est le passage initiatique. Voilà, on devient des initiés, on va changer de vie, on ne sera plus comme avant, et c'est une nouvelle façon d'apprendre. Donc, on rentre là dans j'apprends à apprendre, et finalement, je prépare ma nouvelle vie dans les années futures. Donc, ça, c'est une attente, et finalement, ils se disent, est-ce que la classe prépa répond en quelque sorte à ces trois attentes, et est-ce qu'on s'y retrouve? Alors, sur certains points, oui, on s'y retrouve. Sur d'autres, on a l'impression que l'aspect épanouissement, on va le perdre, et on va encore devoir peiner pendant 2 ou 3 ans avant d'y arriver. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce qu'est-ce qu'on arrive à coller au fond entre leurs aspirations, et est-ce qu'on peut répondre à ces aspirations? Le troisième point, c'est un peu, au fond, quand on rentre dans une classe prépa, on a l'impression, au-delà du sacrifice et de la pénibilité, c'est l'abandon. Je faisais du sport, je ne peux plus en faire, parce qu'on me dit que je ne peux pas en faire. C'est pas je ne peux plus en faire, c'est qu'on me dit que je ne peux pas en faire. Je faisais de l'équitation, je faisais... Du tennis de haut niveau, par exemple, Alice. Pardon? Du tennis de haut niveau. Par exemple, le tennis de haut niveau, je peux vous en parler. Donc, l'idée, c'est l'histoire d'abandon, c'est je vais avoir une vie mise entre parenthèses pendant 2 ans. C'est pas ce que je vis, parce que les petits qui sont dans les classes prépa finalement disent, mais finalement, c'est pas ça. Mais c'est la vision de ceux qui se disent, je pourrais y rentrer, mais c'est tellement difficile que finalement, je ne veux plus cet abandon. Je suis au XXIe siècle, je vois pas pourquoi je devrais vivre ça. Et puis, le dernier point, qui est effectivement un point sur lequel je sais qu'on en a beaucoup discuté avec Alain, avec Joël et avec toutes les équipes, c'est finalement, il y a un tel flou sur ce qu'offrent les écoles ou l'enseignement supérieur aujourd'hui, que finalement, la classe prépa, pourquoi je passerai par une classe prépa alors qu'il y a une alternative souvent? Il peut y avoir des formations plus spécialisées, il peut y avoir des bachelors, il peut y avoir des passerelles. Donc finalement, faire une grande école, parce que l'idée de la classe prépa est indéfectiblement liée à celle du parcours en école. Donc ça, il faut le réaffirmer, c'est bien. Mais ils se disent finalement, je peux voir à côté de moi des gens qui sont passés par ailleurs. Et donc pourquoi au fond, je ferai une classe prépa aujourd'hui alors que je pourrais arriver
peut-être au même point si je passais par ailleurs. Et là, finalement, c'est beaucoup attisé ça par des bruits qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, par des bruits. Il y a beaucoup de gens qui parlent de tout et qui se permettent, au fond, de raconter des choses sans l'avoir vécu. Et au fond, les petits se disent, bon, mais si je connais la classe prépa, je sais que je peux la faire parce qu'on en parle chez moi et parce que je la connais, donc j'y vais. Mais si je ne la connais pas, ben forcément, j'ai un tel flou autour de tout ce que je peux faire que c'est un des passages parmi d'autres. Et donc, à partir de ces éléments, et encore une fois, j'y suis allée véritablement, il y en a une centaine de pages, hein, mais j'ai fait ça très rapidement. L'idée maintenant que nous avons aujourd'hui, et on l'a dit, on s'est exprimé dans la presse, c'est que nous travaillons aujourd'hui avec la PHEC, la PLC-PGE, pour redonner justement des réponses à toutes ces questions qui aujourd'hui sont finalement génératrices de flou. Et donc, dans l'idée, c'est de se dire, on doit évidemment mieux communiquer, on doit expliquer qu'effectivement, le sacrifice, ce n'est pas nécessairement ça qui est vécu. Et si on donne de la clarification, parce qu'il y a eu aussi la réforme du bac au milieu, qui a quand même pas aidé non plus sur le fait de se dire, si je fais ça, je pourrais aller en classe prépa, mais si je fais pas ça, est-ce que je pourrais y aller ou pas? On n'a pas aujourd'hui forcément les réponses. Et donc l'idée pour nous, c'est de redonner de la cohérence, de redonner de la clarté, de réaffirmer la différence du parcours classe préparatoire, grande école. On rentre dans une classe prépa, on sort avec un bac plus 5, là c'est indéniable. On n'est pas en train de tâtonner pendant des années. Et donc l'idée, c'est le travail que nous opérons aujourd'hui nous permet finalement d'aller communiquer mieux, d'aller expliquer mieux quelle est la différence. Et surtout, on a interrogé des entreprises qui disent, nous en France, le parcours des petits qui sont passés par une classe prépa, nous, c'est ce qu'on veut. Parce que tête bien faite, tête bien pleine, capacité d'apprentissage, excellence, résilience, voilà. Tous ces éléments-là ressortent quand même fortement et font une différenciation par rapport peut-être à d'autres parcours qui sont riches, qui sont très intéressants aussi, mais qui finalement n'apportent pas, j'allais dire, en termes de compétences et de connaissances, finalement le produit fini tel que la classe prépa et la grande école l'apportent pour une entreprise. On est sur un parcours d'apprentissage qui est véritablement complet. Voilà. Aujourd'hui, probablement, parfois, les entreprises sont obligées de remettre les petits dans une trajectoire d'apprentissage pour y arriver. Donc, nous, on a aujourd'hui notre feuille de route. On est en train d'y travailler pour pouvoir justement clarifier, communiquer, expliquer, démystifier parfois, parce que les classes prépa aussi sont en train parfois de se rénover, de se réinventer. On a compris la leçon et maintenant on est en train de travailler pour finalement repenser probablement ce modèle entre la classe prépa et la grande école. Et donc, il faut qu'on soit aidé à repenser ce modèle. Et ce que je crois, c'est qu'on a un invité autour de la table avec nous qui le fait par ailleurs pour des entreprises et qui peut-être peut nous donner des clés pour repenser complètement ce modèle. Voilà, Gilbert. Merci Alice, c'est super. Alice, juste on fait réagir Alain et Joël quand même, on leur demande en 30 secondes, est-ce qu'ils retrouvent… non, parce qu'après on continue, après on débattra. Alain? Oui, écoutez, moi à la PHEC, on remercie beaucoup la CDEFM d'avoir commandé cette étude parce qu'elle nous paraît poser les bons diagnostics et elle nous paraît ouvrir des pistes d'évolution qui pourraient être assez fédératrices et ne pas casser finalement un système qui a ses qualités, Alice l'a rappelé, mais en même temps qui doit s'adapter, qui doit évoluer. Et cette différenciation entre effort que les jeunes ne refusent pas, contrairement à une idée reçue, et la notion de sacrifice, qui là est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour les générations actuelles, me semble notamment, entre autres, tout à fait intéressante. Allez, Joël, un mot aussi, un commentaire rapide. Alors, même chose, nous sommes très heureux d'avoir été associés à notre niveau à cette étude qui a eu cette initiative que nous saluons. Je voulais quand même faire d'abord une remarque sur le contexte. On sonnait pratiquement le tocsin pour
les classes préparatoires en général et les classes préparatoires économiques et commerciales en particulier, on se rend compte que, bon, après une baisse assez sensible il y a 2 ans, une stabilisation l'année dernière, il y a plutôt un rebond cette année. Donc, je crois qu'il faut aussi quand même relativiser. Quand on en avait parlé à nos adhérents, ils nous disaient quand même, est-ce que c'est pas un peu tôt pour tout bouleverser, etc. Je crois qu'il est sage d'agir, mais sans se précipiter, et là, en s'appuyant sur des constats, et c'est bien parce qu'on est dans cette démarche-là. On fait une étude, il y a une étude sérieuse, j'en ai eu là aussi, j'ai reçu la personne qui l'a faite et qui m'a fait un petit compte-rendu, j'ai trouvé ça très appréciable. Donc, on va s'appuyer sur des choses aussi objectives que possible, donc on va pouvoir construire. On voit bien qu'il y a un effort de communication à faire, parce qu'on voit bien les points faibles ou supposés faibles qui sont mis en avant dans le public. Je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, pour d'une part, et puis aussi qu'on ait à cœur d'évoluer sans tout bouleverser, mais d'évoluer, de faire évoluer le système pour mieux répondre aux attentes. Je terminerai en disant qu'il y a un point crucial qui a été souligné, je crois aussi dans l'enquête, c'est un de nos points forts sur lequel disait la consultante, il faut construire, c'est cette notion d'être entouré. Et j'aimais bien cette expression. Nous parlons d'accompagnement, de suivi, et elle a utilisé l'expression être entouré. Et en prépa, on est entouré. Et je trouve que c'est bien cette expression, parce que c'est pas que académique et que scolaire. Joël, on est déjà dans le débat. On est déjà dans le débat, et j'ai eu la chance d'animer votre colloque la dernière fois. Et évidemment, c'était des propos que vous teniez, mais n'empêche, vous avez cette volonté d'ouverture. Alors, Alice a dévoilé la suite, et je la remercie. Jonas Hoffman. Alors, j'ai souhaité qu'on ait, d'ailleurs, c'était en réfléchissant ensemble, tous ensemble, qu'on ait quelqu'un qui nous démarche quelque chose un peu, l'histoire de faire un pas de côté, parce que Alice, Joël et Alain, vous êtes conscients qu'on répète parfois un peu les mêmes choses sur le thème. C'est des filières d'excellence. On a démontré qu'on savait faire, le modèle est reconnu internationalement, et pourtant, on doit faire face à des mutations profondes. Et les mutations profondes, tous les secteurs, toutes les activités humaines les connaissent. Et Jonas va nous dire quelles sont les questions à se poser quand face à une transformation, une transition indispensable, eh bien l'organisation doit évoluer. Jonas, c'est à vous, dites-nous tout, comment on change ? Merci Gilbert, merci pour l'invitation, ravi d'être avec vous. Donc Jonas Hoffman, professeur en stratégie à Eskema Business School, mais aussi j'interviens en tant que consultant auprès des paquets des entreprises. C'est ça que c'est intéressant, c'est aussi des organisations comme les Nations Unies, comme la Commission européenne. Donc il y a cette notion des filières qui est très, très intéressant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Et Gilbert, l'intention, c'est de faire ces pas des côtés, donc avoir ce qu'on appelle dans les jargons une analogie stratégique, voir ce qui se passe ailleurs pour après revenir et comment ça pourrait irriguer la discussion qu'on va avoir. Donc, un premier élément là, c'est il y a du changement et le change happens, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est une photo, on pourrait trouver la même pour Paris. J'avais celle de New York sous la main. Donc ça, c'est en 1903, à la 5e avenue à New York. Et comme vous pourriez voir, peut-être si vous zoomez vraiment dans la photo, il y a beaucoup, il y a des chevaux, il y a un peu partout. Donc il y a quelque chose c'était le monde avant. Et pendant de longues années, voire de longues décennies, c'était ça. Et les questions qu'on s'est posées à l'époque à New York, c'est drôle si vous regardez les papiers de presse, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tous les déchets qui produisent ces animaux qui circulent. Donc, il y avait un vrai problème de propriété publique. Se balader dans la 5e avenue dans un jour de pluie à l'époque, ce n'était pas exactement une belle expérience, bien au contraire, comme vous pouvez vous imaginer. Mais si on fait un zoom vraiment, on va voir qu'il y a une petite nouveauté qui arrive donc, dans ce système qui est tellement bien rodé, il y a une nouveauté, il y a une disruption, et ça s'appelle la voiture thermique. Il y a un débat, il y a 100 ans, c'était électrique ou thermique, la thermique l'a gagné ce débat, mais donc il y a cette nouveauté qui arrive, et c'est que c'est impressionnant de voir, c'est dans un espace relativement court, quand on pense à toute l'infrastructure qui existait à l'époque, à l'horizon de 10 ans, c'est ça à quoi rassemblait la 5e avenue à New York. Donc, dans un laps de temps parfois assez
court, on peut avoir des changements très profonds qui arrivent dans des filières qui pourtant se croyaient bien en place. Donc, bien, tant mieux pour nos amis les animaux. Ils ont eu une retraite bien méritée à l'époque. Mais ces changements de système qui ont eu lieu il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, aujourd'hui, on voit les conséquences. Donc, le débat aujourd'hui, ce n'est pas exactement les déchets plutôt, en fait, qu'on pourrait faire de l'économie circulaire produite par des animaux, c'est toutes les conséquences au niveau d'émissions de CO2 et tous les changements climatiques associés. Et peut-être, juste pour faire l'analogie jusqu'à la fin, dans la mobilité, il y a beaucoup de personnes qui voient la décennie qui nous sommes là, qui pourraient avoir les mêmes changements à un autre type de motorisation. Donc, j'ai fait une analogie ici avec le secteur automobile. Bien, juste pour la petite histoire, il y a encore un pauvre cheval là, qui se balade dans les rues de New York, mais bien, ça, c'est juste pour l'anecdote. C'est le folklore. Oui, donc, c'est que c'est important ici, et je situe le débat, et c'est vraiment, ça fait plaisir de vous entendre dans la logique. C'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, quand j'interviens auprès des entreprises, auprès de nos étudiants ici à Esquema, en fait, je montre toujours un schéma pour situer les 3 niveaux qu'une entité, une filière, elle se situe. Donc, il y a un premier niveau, et j'ai mis ici les classes préparatoires au sens large de la filière. Donc, et en théorie, dans les organisations, on dit on doit avoir un certain contrôle sur ce qu'on fait. Au moins, on a la mainmise, on maîtrise les ressources à ces niveaux-là. Donc, dans vos lycées, en fait, au niveau d'une école, il y a des choix qu'on peut faire et on peut dérouler une stratégie. On interagit avec d'autres acteurs et c'est là où on a plusieurs acteurs et nous avons les représentants de quelques acteurs ici dans la conférence. Il y a des étudiants, il y a nos étudiants, nos actuels étudiants, futurs étudiants, anciens étudiants. Il y a les médias, nous avons un exemple ici qui anime cette conférence. Il y a les syndicats qui ont leur rôle aussi dans les contrats sociaux que nous avons avec eux. Il y a les gouvernements qui je mets dans ces rôles-là, même si on pourrait débattre sur ça. Donc, il y a des nouvelles lois, des nouvelles réglementations, des changements dans les cadres réglementaires qui arrivent. Il y a, bien, peut-être c'est moins le cas ici, mais il y a des lobbies, si on passe dans le secteur industriel. Donc, il y a des intérêts qui sont promus par certaines parties du système. Il y a des concurrents. Et souvent, des situations parfois un peu ambiguës, des concurrents sont aussi des partenaires et des partenaires qui sont des concurrents. Donc, il faut naviguer cette situation-là. Il y a la société, les citoyens au sens plus global, quelque part, comment ils se rapportent à ça? Eh bien, c'est vrai que dans le monde de l'éducation, et Alice et la conférence ont une position très affirmée sur ça, il y a aussi des intérêts et des investissements qui arrivent parce qu'ils voient ce secteur comme ayant un potentiel assez fort. Donc ça, c'est l'environnement transactionnel, l'écosystème dans lequel on interagit. Donc, ce sont des acteurs qu'on peut aller voir, qu'on peut serrer les mains. Ce qui se passe, si vous avez tous mentionné ça, et Alice dans l'étude, ça apparaît aussi, il y a des évolutions plus larges, et Joël, vous avez mentionné les contextes. Il y a des évolutions plus globales sur lesquelles on n'a pas de prise. Donc, il y a des choses qui se passent dans la société, il y a des choses qui se passent dans l'économie, il y a des choses qui se passent au niveau décision du gouvernement. Il y a des valeurs sociétaux qui évoluent et Alice, pas mal des points sont des valeurs. Il y a de l'évolution. Les mondes changent autour de nous. Il y a d'autres attentes qui se mettent en place. Et c'est que c'est important quand on fait un exercice pour définir une stratégie, c'est toujours se situer ces 3 niveaux. Donc, quelque part, quelles sont les tendances plus macro dans les contextes qui nous entourent? Quels sont les changements qui s'opèrent? À date, et là, on a parlé rentrée 2023, mais si aussi on prend dans les années à venir, quels pourraient être des changements qui nous impactent? Quelles pourraient être des évolutions qui vont nous impacter pour anticiper? Et là, je renvoie au domaine d'expertise d'Alice à la base, intelligence économique. Donc, on essaye d'anticiper pour quelque part qu'on ne subit pas ces changements-là. Et ça à plusieurs niveaux. Donc, des changements réglementaires, mais aussi des changements dans les valeurs de la société. Et après, et c'est là que c'est intéressant, on va travailler, et l'expression que vous avez mentionnée, Joël, d'être entouré, j'ai traduit ça par ce qu'on appelle les stratégies collaboratives, c'est-à-dire quelles sont les alliances qu'on peut faire avec d'autres acteurs, parce qu'en faisant ces alliances-là, on va avoir la capacité d'influencer d'autres acteurs et dans
et dans notre écosystème proche, mais aussi on va pouvoir porter un message plus forte auprès d'autres acteurs. Donc, évidemment, il y a des actions, ce qu'on appelle dans les jargons opérationnels. Vous pouvez faire du marketing, du branding, il y a des actions de communication à être apportées pour changer la perception sur certains éléments. Et là, en fait, si on voit un peu Alice, c'est que nous prenons un schéma, quelque part, quand on voit les compétences qu'on attend des jeunes à l'horizon 2030, il y a la pensée systémique, il y a la pensée critique, donc quelque part, tout ce que les classes prépa amènent, on les trouve dans les compétences que les managers attendent des jeunes professionnels à l'horizon 5-10 ans, et encore plus en situation de grands changements technologiques que nous vivons aujourd'hui, cette capacité critique, et je vais arriver dans mon prochain diapo bientôt, face à la technologie, il y a des changements à plusieurs niveaux. Donc, quelque part, il y a des décisions plus opérationnelles qu'on peut faire, mais il faut juste, je pense que c'est là où la démarche qui se met en place ici, elle est très intéressante. C'est pas qu'en faisant des actions de communication qu'on va se poser les bonnes questions, parce que c'est plutôt cette logique de penser, OK, quel est notre système d'acteurs? Comment ensemble on travaille pour faire évoluer aussi cette filière-là, faire positionner par rapport à ce qui se passe autour de nous et aussi, et c'est là la troisième étape, anticiper ce qui pourrait advenir et en anticipant, pouvoir influencer aussi d'autres acteurs pour qui ça aille dans les bons sens. Gilbert, j'ai fini avec une dernière diapo. C'est passionnant, hein, Jonas, merci. Non, comme nous sommes à Schema et comme nous parlons beaucoup de technologie, et je pense que vous ne pouvez pas lire, mais vous pouvez faire l'exercice exactement pareil. Je suis allé sur ChatGPT et j'ai posé la question, faut-il faire une classe préparatoire aux grandes écoles? Et bien, si vous arrivez à lire, vous allez avoir la réponse. J'espère que si vous tapiez, vous allez avoir la même. Mais juste pour apporter un point, pour revenir à mon diapo d'avant, ce sont des questions que nous nous posons aux grandes écoles. Quelque part, il y a des disruptions technologiques qui arrivent. C'est les contextes qui nous donnent ça, et ça repose une question centrale par rapport au savoir et à la connaissance. Il y a une machine qui synthétise toute la connaissance existante sur le web, mais quelque part, il y a cet outil-là. Qu'est-ce que notre métier, nous, même en grande école, va advenir à la lumière de ça? Comment on anticipe ces changements-là? Et je pense que c'est là, je m'arrête avec mon pitch. Ravi d'échanger davantage avec vous. Vous restez avec nous, hein, vous restez avec nous. Ouais. Je ne vous dis pas pour les journalistes, hein, parce que ça va changer aussi. On est aussi en train de se demander, alors je pense à mes jeunes confrères notamment, évidemment. Merci Jonas. Alors, Alain et Joël et Alice, vous nous direz un mot aussi. Alain, vous avez vu, il faut se poser des questions et il faut se projeter. Il faut même, si je pousse la réflexion jusqu'au bout, il faut même se projeter pour essayer de définir ce qu'on sera demain dans un monde sans prépa, presque. C'est ce que pourrait dire dans une hypothèse de travail Jonas. Alors, comment vous réagissez à ce qu'il a dit? Écoutez, on a parlé tout à l'heure de communication. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas limiter, résumer les défis de la filière à un problème de communication. Certes, on connaît le décalage entre la réalité vécue par nos étudiants et la réalité perçue par ceux qui n'y sont pas ou qui n'y sont pas passés. On le sait. Mais je crois qu'il y a effectivement d'autres questions à se poser. Jonas parlait des relations avec les autres acteurs. Je suis convaincu que la prépa doit s'ouvrir. Aujourd'hui, la prépa, c'est 2 années de cours dans des salles de classe. Ça a des avantages, ça permet l'excellence académique, mais je crois que les jeunes aspirent à de l'ouverture vers le monde de l'entreprise, vers les grandes écoles. Plusieurs lycées ont déjà expérimenté des stages en association ou en entreprise en fin de première année. Certaines prépas désignent un mentor ou un parrain à chacune de leurs promos. Ces parrains sont des chefs d'entreprise qui viennent s'adresser, dialoguer avec les étudiants. Je pense qu'on a besoin vraiment d'ouverture. Il faut ouvrir un petit peu les fenêtres. La deuxième chose, donc ça c'était pour le rapport avec l'environnement. Je pense aussi que Alice parlait tout à l'heure de la réforme du baccalauréat. La réforme du baccalauréat a quand même changé un certain nombre de choses, au sens où, dès la fin de la seconde, les élèves ont le choix
ils ont le choix de spécialités, d'options, etc. Et c'est vrai que la prépa, alors certes, il y a les 4 parcours qu'on connaît bien, mais malgré tout, ça reste quand même un peu le monde de la rigidité. On peut se poser la question. On parlait tout à l'heure de la différence entre effort et sacrifice. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, proposer des parcours pour des sportifs de haut niveau ou pour des jeunes qui feraient du piano, de la musique ou du tennis à haut niveau? Est-ce qu'il ne faut pas introduire de la souplesse dans les concours, permettre par exemple à des jeunes de maximiser une discipline ou une compétence dans laquelle ils seraient plus à l'aise pour une raison ou une autre? Bref, je pense qu'il y a, encore une fois, la communication ne suffit pas, hein, elle est importante, elle est essentielle, mais je crois qu'il faut se poser des questions, effectivement, sur le pourquoi déjà on a cette image un petit peu négative, qui ne colle pas à la réalité, et également, quelles doivent être nos relations à l'avenir avec les autres acteurs de l'écosystème. Alors avec Alice, et j'en termine, on avait lancé il y a quelques années le Continuum Prépa Grande École. Pour moi, reste un incontournable, mais sans doute faut-il le relancer et surtout le rénover. Et l'expliquer aussi. Voilà, et l'expliquer, tout à fait. Joël, réaction à ce qu'a dit Jonas? Je trouve que nous sommes, quand on pose la question d'un monde éventuel, comme tout à l'heure, sans prépa demain, je crois que la question je crois qu'elle ne se pose pas en ces termes. On s'interroge aujourd'hui sur le rôle, la prise en charge des élèves qui sortent du bac et au niveau du premier cycle de l'université. Qu'est-ce qu'on fait dans l'enseignement supérieur? Qu'est-ce qu'on fait pour les préparer au mieux? Et là, je crois qu'il faut que chacun puisse jouer sa partition. Je suis d'accord avec Alain pour dire que ça n'est pas qu'une question de communication. D'ailleurs, on avait eu ce débat lors d'un précédent webinaire où il y a des questions d'histoire, de storytelling, ou je ne sais plus trop quoi. Bon, vous avez réagi par rapport à ça. Aussi de naming des disciplines. Oui, alors, mais ça, je pense que ça a son importance. Ça peut se faire assez vite et je pense que ça aura son utilité. Donc là, je crois qu'il ne faut pas qu'on demande aux prépas de faire ce qu'elles ne savent pas faire ou de jouer un rôle qui n'est pas le leur, parce que là, on ne sera pas à notre place et on ne le fera pas bien. Je pense qu'on est là, nous, et on le fait bien, pour travailler sur le socle, pour travailler sur les fondamentaux, travailler vraiment. Après, effectivement, il faut qu'on fasse attention à la façon dont c'est perçu, au sens qui est donné à tout ça. Si ça se résume à du sacrifice, effectivement, je suis d'accord, ça ne parlera pas aux jeunes, et d'ailleurs, ça n'aura aucun intérêt. Je ne vois pas comment on peut aujourd'hui aller vers des jeunes en leur disant il faut faire des sacrifices. Ça me rappelle un slogan à une époque. C'est pas comme ça qu'on mobilise les foules. Effectivement, il faut savoir faire des efforts. Il faut, ça c'est indispensable, sinon on n'a rien. Ça d'accord, et ça on sait faire. Mais après, il y a cette dimension effectivement d'ouverture, pour reprendre ce que disait Alain, c'est indispensable sous toutes ses formes. Il faut aussi, il y a cette dimension de responsabilisation qui va avec. Moi j'y tiens beaucoup et je ne suis pas le seul là dans l'association. Cette notion de projet. Il y a un moment où il va falloir que, sans tout mettre à bas, parce que sinon les professeurs seraient les premiers à s'en plaindre, si on déstabilise complètement la maquette, alors il va y avoir vraiment une rupture de l'équilibre et je crois que tout le monde y perdra. Non, ce qu'il faut, c'est faire évoluer cette organisation des prépas pour introduire certains éléments, pour donner une respiration, pour ouvrir quelques fenêtres. Et comme ça permettra, j'en suis sûr, d'évoluer sans pour autant tout mettre à bas, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on soit capable de tenir bon et de dire attendez, oui, d'accord, on a peut-être cette image, elle est un peu injuste, même très injuste, mais on a notre utilité, on fait bien notre travail. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on surréagisse, il faut aussi qu'on soit fier de ce qu'on est, qu'on soit bien ferme sur nos appuis, voilà, mais qu'après on se montre effectivement ouvert dans un contexte concurrentiel. Mais je pense que il faut essayer de voir là-dedans toutes les coopérations possibles, la réflexion collective pour proposer à nos jeunes demain ce qui sera le plus adapté à leur profil. Et tout le monde n'a pas le profil pour les prépas. Hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit non pas dans une logique d'affrontement, de guerre, de suspicion, de critique mutuelle, ça c'est complètement stérile, mais qu'on soit chacun à notre niveau, force de proposition. En tout cas, Jonas, c'est ce qu'il préconise, hein, c'est une ouverture sur tout l'écosystème qu'on peut maîtriser ou qu'on ne peut pas maîtriser au maximum, si j'ai bien compris. Alice? Non, moi, je tout à fait d'accord et je rebondis sur ce qu'a dit Jonas, parce que je trouve que c'est hyper intéressant
sur l'évolution des modèles, bon, déjà, il y a l'histoire, et effectivement, on n'est pas dans une dynamique où on reste figé quelque part et puis le reste du monde bouge, donc ça, c'est clair, même si ce n'est pas nécessairement vrai. Mais je crois qu'il faut effectivement repérer bien tous les acteurs de l'écosystème, comme il l'a montré, et ensuite pouvoir écouter et mettre en musique pour que, j'allais dire, l'évolution se fasse conjointement. C'est-à-dire que les classes prépa ne peuvent pas bouger toutes seules, mais globalement, elles doivent bouger, j'allais dire, coordonnées avec le reste. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir, et c'était l'objet de l'étude, avoir des visions croisées sur ce qu'on pense aujourd'hui de la situation classe préparatoire dans l'enseignement supérieur et de voir comment on peut arriver tout en gardant des fondamentaux qui ont été salués dans l'enquête, et on le sait et tout le monde le dit, et vraiment on ne peut pas renier le fait que le système est unique, qu'il est hyper performant, que c'est de l'excellence et que tout le monde s'arrache au fond, les petits quand ils ont fait classe prépa grande école. Une fois qu'on a dit ça, il faut vraiment bien prendre en compte tout ce qui ressort aussi et se dire comment collectivement on va y arriver. Donc l'effort, le sacrifice, comment on fait effectivement pour dire que c'est plus de l'effort que du sacrifice, mais comment dans les faits on explique ça et qu'est-ce qui est dans les faits vrai, qui va s'avérer dans l'évolution des classes prépa pour qu'on se dise, ben oui, je peux aller faire du cheval le samedi, oui, je peux aller faire de la musique le dimanche. Évidemment. Voilà. C'est le discours on leur tient ce discours. N'allez pas vous imaginer. On leur dit, vous arrivez là dans un tunnel et pendant 2 ans, votre vie s'arrête. Non, mais ça bouge. Ça. Non, mais Alice et Joël et Alain, ne vous énervez pas tout de suite. C'est bien, c'est important, ça met de l'animation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rôle des écoles a été primordial, puisque je pense que les prépas, les lycées, avec les écoles, Alice, vous confirmerez, ont fait déjà un travail amont pour avoir une vraie collaboration sur les contenus, sur la communication, qui n'est pas anodine. Ce qu'on veut dire, et ce que je veux dire, c'est pour en arriver là, Alain, c'est qu'un premier bilan, après s'être pris quand même des chiffres qui n'étaient pas favorables il y a 3 ans, il y a 2 ans, eh bien, ça se retourne. Voilà. C'est peut-être aussi la confirmation que si on prend à bras-le-corps le sujet, on peut aussi faire évoluer les choses. Oui, alors d'abord, il faut être prudent, parce que pour l'instant, retournement, je n'irai pas jusque-là. Il y a une augmentation du nombre de candidatures. Est-ce qu'il ne faut pas confondre candidature et candidat? Donc, j'attends prudemment la rentrée 2023 pour voir quels seront nos effectifs. Donc, ne crions pas victoire, et je pense que le mot retournement est sans doute un peu prématuré. Je suis journaliste, je ne suis pas spécialiste. Alain, excusez-moi, voilà. Mais imaginez si à ce stade, on avait pris 10 points de baisse. Ah, c'est clair. Ce qui est certain, c'est que la prépa n'est pas sortie des radars. La prépa ECG, ECT reste dans le viseur des étudiants, des familles, et ça, c'est très positif. C'est-à-dire, nous suscitons l'intérêt et c'est très encourageant. À nous ensuite de capitaliser là-dessus pour convaincre, grâce au travail que nous allons faire avec l'appel CPGE et la CDFM, et bien de plus en plus de familles, que la prépa, ce n'est pas dépassé, mais qu'au contraire, c'est une formation d'avenir. Mais je me trompe, si quand même il y a une augmentation, ça veut dire que plus de gens sont intéressés. Et quand on va vers la prépa, on a dépassé l'étape d'autosélection, vous savez, parce que souvent des jeunes ne se présentent pas en prépa parce qu'ils se disent « c'est pas pour moi ». Là, au fond, ceux qui sont inscrits, c'est parce qu'ils veulent bien le faire. Joël, j'ai ce sentiment-là quand même. A priori, on ne choisit pas une prépa de manière anodine. Non. Alors, on a encore du travail par rapport à l'ouverture sociale, à la lutte contre les représentations et l'autocensure. Mais bon, je me félicite quand même de voir qu'il y a une tendance. Alors, il faut être prudent. Alain a raison, mais il y a quand même une tendance qui est plutôt encourageante. Au moins, ça se stabilisait. Et je le redis, oui, si ça avait été le contraire, une poursuite de la baisse, on aurait vraiment, alors là, pour le coup, entendu des commentaires. Donc là, on est quand même toujours en 4e position par rapport dans les demandes des jeunes. L'université loin de devant, les BTS, les BUT et nous. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on nous dise qu'on est dépassé et que demain, il n'y aura plus rien et que c'est un modèle qui est d'un autre temps. Je trouve que c'est d'aller un peu vite en besogne. J'ai lu la semaine dernière un article d'un de vos confrères sur Internet. C'était un responsable d'école de commerce qui avait des propos un peu étonnants. Mais, je lui ai répondu d'ailleurs. Là, ça permet de modérer un peu les choses, oui. Ça fait échanger.
Et j'ai demandé aux Parisiens de pouvoir répondre, parce qu'effectivement, ça c'était quand même assez. Voilà, donc il faut qu'on sorte de cette logique, parce qu'il y a une place pour tous, encore une fois. Le travail de l'orientation, le travail du conseil qu'on donne à nos collégiens, lycéens, et ensuite même aux étudiants, c'est d'essayer de les aider à faire le choix qui correspondra, qui sera le plus adapté à leur profil. Voilà. Et on n'est pas dans la guerre des formations en affirmant que la sienne est forcément la meilleure à l'exclusion d'autres. Je pense que c'était une contre-réaction sur le thème. Il y avait les classes prépa d'excellence et aujourd'hui, on l'avait dit, il y a une sorte de développement, une diversification des profils. Il y a des très bonnes écoles à prépa, il y a des très bonnes écoles à prépa. Et voilà, c'est ce que c'était le propos. Alice, je crois qu'on peut rappeler quand même, parce que les écoles de commerce, l'effort à faire est assez faible. Quand ça a baissé, mais c'était quelques centaines d'étudiants, voire quelques milliers, 2000. Au fond, c'est ça qui est frustrant, j'imagine, pour vous, c'est qu'il n'y a pas non plus à capitaliser sur beaucoup d'étudiants. Il fait sonner son téléphone. Mais donc, le chemin parcouru n'est pas si important que cela, c'est ce que je veux dire, pour revenir à une situation d'avant. Oui, alors moi je pense que je suis très positive, mais je l'ai dit depuis qu'on fait les webinaires, et Alain le sait, Joël aussi. Moi je pense, même si tout à l'heure Joël disait c'est pas que de la communication, et je suis d'accord avec lui, il y a quand même dans cette étude, on le voit, beaucoup de problèmes de communication et de manque d'explicitation. On a pêché tous ensemble, je pense, pas en se disant c'est acquis, on n'a pas besoin de faire d'efforts, ça va aller tout seul. Or, dans le même temps, et comme Jonas l'a montré, il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles filières. Et effectivement, les écoles, pour 1000 raisons, ont ouvert aussi d'autres voies d'accès. Et donc, forcément, le fait de ne pas communiquer systématiquement pendant cette évolution-là fait qu'à un moment donné, voilà, les gens voyaient plus clair. Donc, moi, je pense que et bon, alors je suis d'accord avec Alain, on regagne pas complètement tout ce qu'on a perdu, mais ça va se faire. Je crois que si on fait cet effort de communiquer intelligemment sur les quelques points sur lesquels on va travailler ensemble et qui sont remontés de l'étude, et qu'on met effectivement les parties prenantes autour de la table, à mon avis, on va pouvoir redonner une dynamique très forte, parce que les atouts sont considérables. Les atouts sont considérables. Il faut juste être capable de le dire. Alors, je sais pas, je sais que Jonas voulait intervenir, mais bon. Je voulais poser une question à Jonas. Oui, alors, moi, ce que je voudrais éviter, Alice, Joël et Alain, c'est qu'on tourne en boucle sur le thème. Les prépas, c'est génial. Personne ne le conteste. Mais ce que je me fais un peu provoque pour dire les prépas, personne ne conteste l'excellence, et voir la qualité et l'excellence de la qualité. Donc, mais le sujet, c'est comment on évolue. Jonas, justement, oui, tout à fait. En fait, je pense par rapport aux chiffres, il y a de conjoncturel, de structurel, quoi. Donc là, en fait, bien, il y a un tas de gens qui vont faire leur salade sur les conjoncturels, alors qu'il faut voir dans les temps. Et je pense que là, l'esprit critique que nous enseignons, il est important à ce niveau-là. Deuxième point, et je pense c'est là aussi l'invitation qui pourrait être faite à la filière, et là je parle en tant que partie prenante, même quelqu'un de l'extérieur, c'est si on fait pas juste un pas de côté, mais on fait un pas en avant, et on s'imagine c'est quoi on prépare à l'horizon 5, 7, 8 ans, après l'horizon temporel, peu importe, c'est à vous de choisir lequel c'est, parce qu'il y a une très longue histoire, et c'est on a tout, mais c'est quoi demain? Et quelque part, avec mes interventions en conseil, avec des entreprises, très souvent, en créant cet espace neutre qui est demain et qui personne ne sait, on ne sait pas, mais qu'on peut construire ensemble, on peut créer un espace pour imaginer, et ça pourrait grandement aider dans la narrative qu'on va raconter aujourd'hui ou qu'on va promouvoir aujourd'hui. Donc ça, c'est une manière aussi qui pourrait être intéressante. Quelque part, c'est quoi? En fait, et peut-être c'est même pas la prépa, c'est quoi l'éducation demain? Et là, on peut élargir les périmètres. Il y a quelques années, on travaillait avec un grand éditeur de presse. Ils ont dit, on aimerait savoir l'avenir des ouvrages. Et on a dit, non, mais c'est pas l'avenir des ouvrages qui est intéressant, c'est l'avenir de l'apprentissage. Donc, quelque part, en décalant les sujets en question, on crée un espace plus fertile pour construire la communication d'aujourd'hui, mais celle qui va porter aussi la filière dans les années à venir. Et juste une question, est-ce que vous n'avez pas aussi une sorte de difficulté complémentaire, la communication, le naming, les contenus, les parcours, les spécialisations? Et puis, Alain me signalait quand on préparait, au fond, il faudrait conseiller les jeunes de plus en plus tôt
en réalité, avec la réforme du bac, dès la première, ils sont déjà dans un corner. Donc, mais Gilbert, pour élargir, les influences aujourd'hui viennent tellement de toutes parts. Il y a peut-être des influenceurs TikTok qui sont en train de faire des conseils sur les choix d'orientation. Donc, c'est élargir en termes des catégories d'âge, mais aussi en termes des réseaux d'influence. Et je pense qu'il il y a des questions à se poser sur les comment on fait. Non, mais Alain, alors ça change, Alain, justement, cette besoin de remonter beaucoup plus en amont. Ah ben, c'est clair, hein, les élèves font des choix de spécialité en fin de seconde, ils abandonnent une spécialité en fin de première, donc très tôt, ils se posent des questions sur leur orientation. Le problème, si vous voulez, en termes de langage, et c'est ce que nous ne savons pas très bien faire, c'est que quand on s'adresse à des élèves de seconde, on s'adresse surtout à leurs parents. Ah oui. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes éléments de langage qu'à des élèves de terminale qui sont quasiment des adultes. Donc, il y a effectivement un vrai travail à faire et l'erreur peut-être que l'on a commise, hein, c'est que lorsqu'il y a eu la réforme du bac, on s'est contenté de continuer à communiquer auprès des terminales, alors qu'il faut aussi communiquer auprès des élèves de première et des secondes, enfin plutôt des parents de seconde. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est pour l'amont. Il y a aussi quand même une question sur l'aval. Alice l'a évoqué tout à l'heure, et je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est vrai que l'enquête a montré qu'il y avait un brouillage des étudiants. Pourquoi faire une prépa alors qu'il y a des bachelors, etc. Comme l'a dit Joël, que les bachelors tirent sur les prépas ou que les prépas tirent sur les bachelors, c'est stérile, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout ce qui résoudra le moindre des problèmes. En revanche, c'est vrai que actuellement, il faut repenser la réponse à pourquoi faire une prépa pour aller en grande école. On a quand même des jeunes qui n'ont pas forcément une maturité d'adulte, ils sont très utilitaristes. Et finalement, ils se disent, si je peux avoir la même chose sans passer par la prépa, après tout, j'hésite. Donc, je crois que dans les programmes grande école, et je sais que la C2FM est sensible, il faudra qu'ensemble, peut-être, on retravaille, on redéfinisse quelque chose, des éléments de parcours, pour justement reconnaître et valoriser le passage par la prépa. Donc, le défi, il est à l'amont, mais aussi à l'aval. Joël, même question. Alors, est-ce que finalement, moi, quand vous êtes proviseur, les profs, c'est les premiers prescripteurs et ils peuvent prescrire beaucoup plus tôt? Non, vous dites non, Joël. Enfin, si. Bien sûr, là je rejoins ce que dit Alain Joyeux, mais les professeurs sont les prescripteurs principaux, je pense, parce qu'ils sont au quotidien avec les élèves dans la classe. Mais là, ils ne sont pas tous au même niveau d'information, ils ne sont pas tous au même niveau de prise en compte de ces spécificités. Après, il y a aussi des a priori qu'eux-mêmes ont, parce que c'est leur histoire personnelle, etc. Il y a des systèmes de censure qui s'installent dans certains espaces géographiques du pays plus reculés, où on n'ose pas, et donc comme on n'ose pas en parler aux élèves, etc., cette forme d'autocensure. Donc ça, c'est tout un... Bon, alors ça, c'est un marronnier, on en parle, mais on en parle depuis des années, des décennies. C'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, mais il faut effectivement essayer de donner une information aussi large que possible, le plus tôt possible, en l'adaptant chaque fois, bien sûr, au public et à l'âge du public. Mais c'est vrai qu'il faut travailler avec les professeurs pour qu'ils fassent passer les messages. Après, c'est toujours la question du temps, c'est-à-dire qu'on va aller en prépa, mais pourquoi faire? Dans quel but? Et là, c'est le lien avec les écoles derrière. Au niveau des contenus d'enseignement, je pense qu'il y a, encore une fois, on ne doit pas sortir du cœur de notre mission, parce que sinon on va mal travailler, nous les prépas, mais il y a certainement des choses à faire évoluer. Il y a le naming, pour utiliser un terme à la mode, mais bon, ça c'est déjà un premier pas. Je pense qu'il y a déjà des choses comme ça à faire. Mais après, derrière, au niveau des contenus, ils ont bien évolué, les contenus. Je trouve qu'on est quand même en phase, contrairement à ce que certains disent, sur l'actualité, sur ce qui va suivre ensuite. Mais il y a peut-être quelques évolutions à opérer. Alors, quelle place pour les maths? Est-ce qu'il est normal que certains qu'on ne fasse pas ou très peu d'économies quand ils sont dans ces classes-là, qui vont ensuite déboucher sur des écoles où quand même, il me semble, que l'économie sous toutes ses formes, elle a son importance. Enfin bref, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Et puis, il faut que les élèves et que les jeunes aient la possibilité d'être acteurs et de valoriser des éléments qui sont des éléments d'engagement de leur part. Alors, je ne parle pas d'habillage, hein, mais de réel engagement. Il faut qu'ils puissent, là, y compris dans le cadre de leur prépa, valoriser ça, cet engagement personnel. La vie étudiante, c'est une dimension à prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas la solution là, hein, mais je pense que ça, c'est important.
parce que ça leur parlera. Alice, parce qu'Alain avait évoqué le continuum tout à l'heure. Alice, est-ce que vous devez sortir de votre rôle simplement de réceptacle des prépas? Vous l'avez déjà commencé à communiquer en amont, vous avez déjà commencé à sensibiliser l'écosystème, mais est-ce qu'au fond, vous avez un rôle un peu plus important que celui qu'on vous prête, ou vous serez plus actif à l'avenir? Il faut qu'on l'ait, parce que moi je pense on aurait dû faire plus ensemble. Bon, alors on ne va pas se flageller en se disant c'était pas bien. Et donc nous, dans ce qu'on fait là, l'étude, etc., et le travail qu'on fait en commun avec Joël, avec Alain et toutes les équipes, c'est véritablement de dire oui, nous on prend aussi le sujet à bras le corps. Mais je reviens sur ce que disait Jonas, qui est très important. Et dans le dernier webinaire, moi, vous vous souvenez, j'avais dit à un moment donné, je rêverais de voir les classes prépa dans le métavers. Et je pense que là où il a raison, Jonas, c'est d'attirer notre attention sur le fait que il y a d'autres canaux. Aujourd'hui, on a des jeunesses qui ont beaucoup évolué. On a continué de communiquer avec elles traditionnellement. Alors, on fait des salons, etc. Et ça, c'est très bien, il faut que ça continue. Et c'est parfait parce qu'on prend le temps là, d'être bien avec les familles. Mais je pense qu'il faut aller toucher les jeunes sur leur propre voie de communication. Et Jonas disait, il va y avoir des influenceurs sur TikTok, il y a des influenceurs sur Instagram, il va y avoir probablement des gens qui vont vouloir se projeter dans le métavers en disant bah, tiens, je veux voir ce que ça veut dire d'être dans une classe prépa en passant par là. Donc, je crois qu'il faut que on prenne en considération qu'effectivement, il y a l'idée d'évoluer ensemble et de revoir des choses, de s'ouvrir, de réinjecter voilà, des éléments qui font que les petits ne vont pas dire c'est le sacrifice, ou je ne me positionne pas dans l'enseignement supérieur, ou je ne vois pas clairement ma voie, etc. Ça, il y a un travail effectivement à faire, mais il y a aussi et surtout un travail d'aller les chercher là où ils sont. Et comme on ne peut pas faire, nous, on a essayé de faire le tour de France, hein, on s'est épuisé avec les gamins, avec la PHEC, on était essayé dans les lycées, dans les territoires, en disant, vous savez, les classes prépa, bon, ça a été très dur. Moi, je crois qu'il faut aussi savoir aller les toucher là où ils sont. Et ça demande aussi une communication adaptée. C'est-à-dire, ce n'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à eux. Donc ça, c'est vraiment le gros effort que nous, on va faire aussi, mais main dans la main, hein, avec les professeurs de classe prépa et les proviseurs, parce que tout seul, nous, bon, ils vont dire c'est super, les écoles font ci, font ça, mais c'est pas, on ne va pas démystifier tout seul ce qui se passe en classe prépa. Donc je crois qu'il faut qu'on change. Hein. Darwin disait qu'il faut changer de degré de nature. Je crois qu'il faut que dans notre mode de collaboration, on change de degré de nature. Ouais, alors, juste, Alain, Joël, c'est quoi est-ce qu'il y a une décision emblématique que vous avez retenue sur le passé et qui sera mise en place à la rentrée? Parce qu'on on a évoqué plein de choses. Hein. Moi, je suis frappé de voir que, entre ce que disait Alice, c'est-à-dire une perception parfois qui n'est pas la vraie, et des choses que vous faites qui n'est pas encore perçue. Donc, comment vous allez agir à la rentrée? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 mesures emblématiques qui seront prises? On parlait des stages, des profils, des concours. Est-ce que aussi, par exemple, sur les concours, on parlait d'usine à gaz, hein, Alain, quand on préparait cette table ronde, est-ce qu'il y a des choses qui vont être un peu customisées? Vous savez, on est déjà le 1er juin, donc le temps est court d'ici la prochaine rentrée. Ce qui est certain, c'est que l'étude qui a été réalisée à la demande de la CDFM est une base de départ. Et donc nous à la PHEC, j'imagine qu'il en va de même pour Joël, nous souhaitons nous mettre très vite au boulot. Nous-mêmes, nous avons déjà envoyé à la CDFM quelques éléments de réflexion. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Il me paraît un peu compliqué d'aboutir à des décisions pour le 1er septembre, d'autant plus que certaines doivent être validées par la tutelle. Hein, donc, justement, comment elle est la tutelle là-dessus? Écoutez, je laisse la parole à Alice, mais débrouillez-vous, Alice. Voilà, on peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, il y a des décisions qui doivent être validées, il y a des procédures, c'est un petit peu plus long. Ceci dit, ce qui serait bien, c'est de pouvoir arriver à l'automne, au mois d'octobre-novembre, à faire une campagne de communication justement différente des précédentes sur de nouveaux supports, en donnant une perspective d'évolution. Non pas dans 10 ans, mais à court terme, dans les mois qui suivent. Mais pour la rentrée 2023, ça me paraît compliqué d'être en mesure, là, dans les 3 mois qui viennent, dans 2 mois d'été, d'annoncer des changements immédiats. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un compte à rebours quand même? Pardonnez-moi d'être un peu dramatique, mais… Le compte à rebours, il dépendra des effectifs à la rentrée 2023, hein,
très clairement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je pense que même si ce que nous souhaitons tous, les effectifs remontent, il faudra travailler et aboutir à des choses. En tout cas, il y a eu plein de questions. Est-ce que vous voulez qu'on y... Joël voulait dire un mot et puis oui, pas grand-chose à ajouter. Effectivement, les délais sont quand même courts. Et je pense que dans toute situation vécue comme un peu d'urgence, il n'est jamais bon de s'agiter. Donc, il faut agir avec méthode et c'est ce qui est en train de se faire. Et je trouve ça très bien. Après, ne pas essayer d'agir dans la précipitation parce qu'encore une fois, je pense qu'en général, on fait fausse route et puis on met les gens sous tension. Et c'est pas bon ça de travailler comme ça. D'une part, le message n'est pas clair parce que on n'a pas assez réfléchi et qu'on s'agite et qu'on se précipite. Et ensuite, à l'interne, on crée des tensions parce que les gens se sentent dans l'insécurité. Donc, je crois que c'est bon à aucun niveau. Il faut rester serein, avoir conscience des dangers et des enjeux, bien sûr, mais essayer d'avancer avec méthode. Les prépas ne datent pas d'hier. Je pense qu'effectivement, elles sont parfois critiquées. On parle de leur, par certains plus que par d'autres, mais je crois que voilà, on n'est pas non plus face à un effondrement. Il y a quand même plus de 80 000 élèves, il y a quand même pratiquement 500 lycées. C'est une machine qui existe et qui marche. Jonas, est-ce que le système doit être sous tension pour répondre à Joël? Non, je vous laisse débattre entre vous. Je suis vigilant. Un intervenant externe qui vient. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'endormir gentiment et puis attendre. Pas du tout, mais simplement, encore une fois, ne pas céder à la panique et ne pas. Non, mais Jonas, dites-moi, répondez-moi. Dites-moi, est-ce que le système doit se poser les questions pour… Non, en fait, je fais des analogies. Et il y a d'autres secteurs, la santé, il y a d'autres secteurs qui étaient très réglementés et qu'il y a eu du changement. Donc, je pense qu'on a encore cet espace-là, vu la situation actuelle, pour anticiper. Et je pense que c'est cette invitation à l'anticipation qui est posée là, quelque part. Il y a encore du temps pour qu'on anticipe, parce que si à nouveau, Alain, et je prends vos mots, quelque part, si les chiffres commencent à baisser à nouveau, tout d'un coup, il y a la panique. Donc là, vous êtes dans la bonne dynamique pour anticiper et influencer votre avenir comme vous avez toujours su faire, quoi. Donc, je pense que c'est là où c'est intéressant. C'est un message c'est cette co-construction qui se passe là, qui est celle qui va porter la filière. Ok, allez, on va répondre aux questions si vous êtes d'accord, parce qu'on en a eu plein. Et dès le début, ma consoeur Stéphanie, Alice, ces résultats, à part les avoir donnés à Newsstand très bientôt et les donner à nos autres confrères, vous les rendrez publics également. Oui. Là, on est en train de finaliser parce que ce qu'on voulait faire, c'est effectivement travailler ensemble avec la PHEC, la PLC-PGE et puis pouvoir livrer un dispositif complet. Donc là, là, on a quand même distillé parce que c'était important qu'on soit au courant de ce qui remonte du terrain parce qu'il y a tellement de mythes autour de ce qui se passe qu'il valait mieux avoir un peu les pieds sur terre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, on va construire ensemble. Vous allez la faire ça. Une question de Michel Bessière. Le fait de ne pas être sur un tempo, le fameux 3-5-8 pose un problème. Bah oui, parce que de toute façon, si dans mon souvenir, Alain, vous aviez évoqué l'idée que le bachelor, la prépa soit reconnue au niveau bachelor, ce qui est mécaniquement impossible dans la construction telle que la réglementation fonctionne. C'est un problème, ça reste un problème. Non, ce que nous avions évoqué, c'est l'idée de délivrer la licence à la fin de la première année d'école, l'année pré-master. On nous a expliqué que réglementairement, c'était compliqué, voire impossible. On le regrette. Après, c'est pas possible, mais c'est vrai que cette reconnaissance intermédiaire manque un peu. Enfin, elle manque. Disons que elle manque pas du tout aux étudiants qui sont en grande école. Hein. Alice l'a déjà dit, je crois, une fois. Une fois qu'ils sont en grande école, ils se moquent totalement d'avoir la licence ou pas. C'est plutôt en amont, ça enverrait un message rassurant. Voilà. Mais donc, c'est plutôt… la DGCIE, ça ne passera pas tout de suite. Hein. Je ne veux pas non plus… Alice, je pense que… On a bien compris. Je pense que ça a été clair, la réponse a été donnée déjà. Mais si vous travaillez sur la continuité, le continuum, la fluidité entre les 2 années de prépa et ce qui suit. Et ça permet quand même, je pense, de rassurer, de donner du sens, encore une fois. Exact. Bon, monsieur Bessière poursuit sur le fait de l'idée des bachelors. Bon, on ne va pas revenir dessus, de toute façon, ça existe et ça fait partie des stratégies de développement des écoles. Alice, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les besoins de développement et de croissance des écoles
et la survie des classes prépa, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, heureusement que nos écoles sont aussi des lieux d'innovation et de création de valeur, avec des masters, des MSI, des bachelors. Oui, sinon, il y aurait plus d'écoles. Hein. Donc, si les écoles sont là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y a eu une évolution du modèle, les chambres de commerce se sont retirées, les écoles se sont émancipées, il fallait bien qu'elles trouvent des voies de financement, puisqu'elles ne sont, hein, on est des associations, mais on n'est pas du tout soutenu financièrement et on ne demande pas nécessairement de l'être, mais donc il faut trouver nous-mêmes notre modèle et on ne pouvait pas uniquement rester centré effectivement sur un petit nombre d'étudiants, il fallait s'ouvrir à l'international, etc. Alors, Madame Desmas qui nous demande comment les CPGE envisagent-elles les recrutements des futurs étudiants. Alors, on se projette un jeunesse avec la question. Peut-on quitter dès la rentrée 2024? Ça va être compliqué, mais dès une prochaine rentrée, le prisme note concours pour passer prisme note plus personnalité et projet de l'élève et un grand oral. Ça aussi, c'est quelque chose dont je ne sais pas. Voilà, je vous soumets la question. C'est la grande question de la pertinence des concours, de cette notion de mérite. C'est très français. On pense que les concours sont la solution unique et idéale. Bon, c'est vrai que c'est des questions aussi qu'il faut se poser, sans vouloir là aussi tout remettre en question. Mais comment repérer les étudiants? Comment repérer les bons et les meilleurs candidats? Voilà, on sait bien que le concours n'est pas forcément toujours la solution idéale, oui. Bah après, on n'a pas comme ça une solution à vous apporter d'un claquement de doigts. Ouais. Eh ben, il va falloir, Joël, parce que on l'a dit, il va falloir réfléchir au moins dans les 3-5 ans. Et alors là, moi, je suis proviseur et représentant de proviseur. Hein, je ne suis pas l'idée de la sémantique est importante aussi. Hein. Il faut, si on change les choses, il faut le redonner vigueur avec de nouveaux noms, avec de nouvelles approches. C'est très important. On ne peut pas changer avec exactement les mêmes titres parce que les gens ne comprendront pas. Donc, il faut aussi qu'on fasse un effort là-dessus. Stéphanie repose une question excellente. Stéphanie Weisman, pardonnez-moi. On renverse le problème. Voilà combien d'étudiants on veut dans 10 ans. Elle dit, est-ce qu'au fond, ce n'est pas la question avec telle proportion d'étudiants de cette filière? Est-ce que, comment penser le volume dans les années à venir? C'est-à-dire, quels sont les objectifs que vous êtes fixés en réalité en creux? Alain? Écoutez, il n'y a pas d'objectif. Bon, je sais que les services du ministère ont établi des projections qui parient sur une augmentation modérée des effectifs en classe préparatoire. Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la France demain a besoin de plus de jeunes ayant développé, comme l'a dit Jonas tout à l'heure, la pensée critique, la pensée systémique, etc. La réponse est oui. Bruno Le Maire a dit l'autre jour qu'il manquait 5300 et quelques ingénieurs en France. On ne va peut-être pas aller jusqu'à cette comptabilité précise, mais ce qui est certain, c'est que l'avenir de notre pays dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'il sera demain surtout, fait que nous avons besoin de former des cadres polyvalents de haut niveau. Nous avons une pépite, les classes préparatoires. Eh bien, il faut tout faire pour que les effectifs augmentent et pour convaincre, effectivement, que c'est une pépite, que c'est une formation premium, que nous avons la chance d'avoir, qui est gratuite, hein, il faut quand même le rappeler, et qui présente tous les gages de sécurité. C'est-à-dire que tous les gamins vont en école et au pire, s'ils ne veulent pas aller en école, ils ont la reconnaissance de parcours par l'université. Donc, c'est quand même une chance que l'on a d'avoir ça dans notre pays. Alors justement, on me reprocherait de ne pas avoir posé la question, c'est une garantie, c'est un parcours d'excellence. L'État, de manière peut-être un peu précipitée, à vous a mis dans les pattes les CPES. Quelle est la situation? D'abord, Alice, vous recrutez des CPES, vous? Non. Enfin, en tout cas, là, je parle de schéma, non. Dans d'autres écoles, je pense que oui. Je peux répondre un peu? Oui, oui, Joël, bah oui. Quand vous voulez, vous levez le doigt. Très rapidement, il y a eu un séminaire la semaine dernière sur les CPES. Là, c'était le premier, je crois. Bon, il faut savoir de quoi on parle. Les CPES, c'est une vingtaine d'établissements. Hein. C'est quelque chose comme 600 élèves en première année de CPES. C'est pas non plus des foules immenses. Je pense que, et ça a été rappelé à l'occasion de ce séminaire par les représentants des ministères, et je trouvais ça très bien, où ils ont parlé eux aussi de complémentarité, où le DGESCO a rappelé que il croyait au système prépa, qu'un système ne devait pas remplacer l'autre. Voilà, il faut voir de quoi on parle. D'un côté, je vous dis 600-800 élèves, de l'autre, en prépa, 80
81 000. Bon, et puis s'il n'y a pas de lycée à prépa, il n'y a pas de CPES, puisqu'ils sont adossés, les CPES, au lycée de prépa. Donc on est, et ça a été dit aussi, sur la recherche de formation, d'ouverture de nouvelles réponses pour prendre en charge les élèves quand ils sortent du bac, pour les prendre en charge au mieux. Voilà. Et cette notion de socle, je crois qu'elle est importante. Et quand même, je reprends ce que dit Alain Joyeux, c'est important que les pouvoirs publics le rappellent. Nous avons ici, c'est un fleuron, les prépas. Et il faut que nous en soyons fiers plutôt que de le décrier. Alors, encore une fois, pas pour dire que les autres ne sont pas aussi bons, pas pour critiquer tout ce qui est autre, mais quand même, ne tombons pas dans l'excès inverse. C'est un fleuron, il faut le présenter comme tel. Dans l'article qui m'a mis en colère la semaine dernière, ce monsieur-là disait écoutez, de toute façon, la preuve, en gros, la preuve que c'est pas bien, les prépas, c'est qu'il n'y a que chez nous que ça existe. Ah, ça, c'est un argument. Voilà, ça, c'est un sacré argument. Hermès aussi, hein, vous savez. Écoutez, moi, il y a on parle d'exception française dans certains domaines. Moi, ça me va bien l'exception française. Quand on permet à des élèves, je trouve ça très bien, moi. D'accord avec Joël. Il y a d'autres exemples d'exception française. D'accord avec Joël. Bah oui, l'exception française, c'est vous, les patrons de prépa, des grandes écoles de commerce. Jonas, vous entendez juste une question, Jonas, pardonnez-moi, je vais vous piquer un peu. Ouais. Vous entendez Alain et Joël qui disent on est des filières d'excellence, il faut le reconnaître. Au fond, on n'est pas au cœur du problème, c'est-à-dire qu'on a un produit d'exception. Mais bien, j'ai un peu travaillé dans les luxe, donc ça résonne bien les dialogues là qui sont en train d'avoir lieu. Mais à part ça, en fait, dans n'importe quel écosystème, il y aura des intérêts et il y a des alliances d'intérêts. Et là, c'est normal qu'il y ait d'autres critiques parce qu'il y a d'autres intérêts qui sont portés par ces critiques-là, quoi. Donc, quelque part, là, ce qu'on a ici, c'est qu'il y a une cohérence dans ce qui est discuté et c'est à ce niveau-là que ça se passe, quoi. Donc, après, en fait, j'ai posé la question, quoi, quelque part en préparation. Vous avez un réseau d'alumni qui est juste colossal, impressionnant, quoi, quelque part. Ouais. En fait, il y a cette ressource-là qui me semble sous-mobilisée ou sous-utilisée, mais c'est juste immense, quoi, quelque part. Tous les grands leaders de ces pays ont passé par là, plus ou moins à peu près, avec quelques exceptions, mais quelque part, à tous les niveaux. Donc, et si on commence à faire les mappings dans votre écosystème de toutes les ressources, toutes les personnes que vous pourriez mobiliser, mais c'est immense, quoi. Donc, autant porter haut et fort ces messages-là. Alors, vous voyez bien aussi qu'il y a quand même une problématique. Alors, quand Joël disait qu'il y avait 80 000 personnes en prépa, vous mettez dedans les élèves d'ingénieurs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'on soulève un problème qui concerne assez moins les ingénieurs que les commerciaux, hein, puisque la baisse n'est pas aussi frappante chez les ingénieurs, elle est plutôt stable, ils sont stables, les effectifs. Donc, on est face à une problématique d'excellence identique commerce-ingénieur. Pour autant, il y a un segment qui souffre un peu plus. C'est ça qu'on mettait en avant et je rejoins évidemment toutes les choses. Alors, la rentrée, un dernier mot quand même, hein, on va finir sur une note positive. La rentrée et quand même la question de Stéphanie, retour à 10 000 étudiants dans combien de temps? Parce que c'est ça l'enjeu, on était passé à 8 500 et l'idée c'est de revenir au moins à la situation il y a 2 ans. Alain, Joël, Jonas, Alice, le dernier. Bah écoutez, le 2 septembre 2023. Le plus tôt possible. Ouais, le plus tôt possible. Est-ce que c'est possible, Alain? Mais écoutez, j'en sais rien. Je ne m'attends pas à ce qu'on regagne en une fois tout ce qu'on a perdu. L'important, c'est la tendance. Hein, c'est la tendance. On a stabilisé les effectifs à la rentrée dernière. Donc, l'hémorragie a été stoppée. Donc, maintenant, eh bien, on va tout faire pour avoir une remontée des effectifs avec le rythme le plus élevé possible. On verra bien ce qu'il sera. Joël, en tout cas chez vous, il n'y a pas de problème d'effectif. Hein, Non, mais là, c'est effectivement, vous mettez le doigt sur une question importante, c'est-à-dire qu'il y a des disparités notables entre les établissements, selon les établissements, voilà. Et c'est là, il faut qu'on regarde là-dessus. D'ailleurs, ça existe en prépa et on en parle beaucoup, mais j'imagine que c'est le cas pour toutes les formations. Parce qu'on n'arrête pas de parler des prépas qui recrutent moins, mais est-ce que tous les bachelors recrutent bien? Est-ce qu'il n'y a pas des bachelors qui s'ouvrent à droite à gauche? Et pourtant, on n'en saisit pas l'occasion pour remettre en question le modèle bachelor. Bon, oui, c'est un problème après d'aménagement du territoire, de maillage, et vous avez des formations pour plein de raisons qui recrutent moins, qui marchent moins. Alors après, se pose la question, est-ce qu'on les maintient parce qu'elles ont un rôle et qu'on veut
sur telle partie du territoire les maintenir, ou est-ce qu'on se rend compte que bah non, peut-être à tel endroit, elles font double emploi avec autre chose et du coup on les supprime. Ça, ce sont des choix que je peux comprendre, moi. Voilà, je ne suis pas pour un maintien à toute force de tout partout. Il y a des endroits où des suppressions peuvent se justifier, mais ne tombons pas dans l'excès inverse, quoi, en voulant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je crois que parfois on aurait tendance à vouloir le faire. On ne voit pas les personnes qui sont ici. Hein. Non, bien sûr que non. Mais Jonas, voilà. Un dernier mot. Quand je vous ai demandé de faire l'exercice, comparer les CPGE et l'écosystème CPGE à l'entreprise, est-ce que c'était compliqué ou finalement vous retrouvez les mêmes leviers? En fait, il y a plein d'autres filières qui se posent les mêmes questions et on peut faire cette analogie donc à plusieurs niveaux, quoi. Donc c'est juste une question de quelle est les lunettes qu'on utilise quelque part. Donc là, on est dans une lunette filière et à ce niveau-là, en fait, je pense qu'il y a un avantage ici, que vous avez le temps un peu avec nous, disons comme ça, par rapport à d'autres filières où les cycles de changement sont beaucoup plus rapides. Ici, il y a un système qui a sa vitesse, qui a sa réglementation, et ça permet d'anticiper. Mais bien après, comme je montrais dans mon exemple par rapport à l'automotive, le changement arrive et parfois il arrive. Alors, Jonas, pour répliquer, ça fait quand même quelque temps qu'on se pose toutes ces questions avec Alain, Joël, avec Alice et d'autres intervenants. Et c'est toujours bien de se poser les questions. Alice, le mot de la fin, bien entendu. Alors, on a dit plein de choses, hein, quand même, franchement. Est-ce que, d'abord, votre position totémique à la CDEFM vous fait voir la situation comment à la lueur de tout ce qu'on s'est dit? Vous êtes auteur, c'est ce que je veux dire. C'était l'idée. Et justement, alors, comment voyez-vous les choses? Et est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'Alain? Et moi, je suis optimiste comme Alain. Oui. D'aller vite vers une… Oui, nous c'est ce qu'on a dit avec tout le CA de la CDFM, et on a des écoles, sur les 9 écoles, elles sont très, très investies dans ce qui est en train de se passer, que ce soit pour l'enquête, que ce soit pour se mobiliser autour de la table, pour travailler ensemble. Nous, on veut aller vite, on y croit, on l'a toujours défendu, on y croit. On pense effectivement qu'il faut faire les choses ensemble et on évoluera évidemment ensemble, mais il faut le faire. Et il faut qu'on arrive à maintenir le dialogue, parce qu'on a vu parfois que quand ça commençait à partir un peu très largement, le dialogue pouvait rapidement se rompre. Et alors, c'est pas du tout bon. Donc, il faut véritablement qu'on travaille sur beaucoup d'hypothèses, sur la sémantique, sur la communication, sur la réforme, qu'on travaille sur plein de choses. Vous parliez de tutelle tout à l'heure. Nous, on a une tutelle, hein, c'est l'enseignement supérieur. Mais je pense que la tutelle, enfin, je ne peux pas me mettre à la place, évidemment, de la direction générale de l'enseignement supérieur, mais globalement, tout ce qui va aller dans le sens de préserver et de communiquer et de rendre attractives ces filières, j'imagine que la tutelle sera contente. Et évidemment, elle doit être tenue au courant. Donc, moi, je suis un peu dans l'écosystème de Jonas. Hein. Ce qu'il faut, c'est maintenir toujours les gens avec de l'information pour essayer d'éviter qu'il y ait des fantasmes. Et Alice est un peu sous tension, même si ça déplaît un peu à Joël. Bon, moi, je pense qu'on est très efficace sous tension. Hein. Donc, c'est le modèle que je très bon. Donc, je pense que là, on l'est sous tension. Donc, ah oui, alors, je vous ai mis un peu la pression, pardonnez-moi, mais Alain me connaît, Joël, vous me connaissez aussi. Hein. Je suis évidemment là pour essayer de construire ensemble ce que sera la prépa demain. Alors, pas de ma part, hein, moi je vous écoute, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de vous. Hein. Vous êtes une formation iconique, hein, les classes prépa, chez les ingénieurs comme chez les commerciaux. Et à ce titre-là, on en attend peut-être beaucoup plus que dans d'autres filières. C'est aussi pour ça qu'on vous challenge beaucoup, qu'on fait des palmarès parfois et qu'on fait des classements pour essayer de savoir où vous en êtes. Hein, Alice, vous savez de quoi je parle. Voilà, merci beaucoup en tout cas, c'était passionnant comme d'habitude. Alice, on n'a pas fini d'en parler des prépas, on en reparlera sans doute et de plein d'autres sujets, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alain, merci Jonas, merci Joël, merci Alice. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.